De retour sur ce salon de la MIF avec une nouvelle conférence, comment accompagner les collectivités et les AODE dans l'élaboration de leur schéma directeur de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. C'est donc notre sujet. 30 000, c'est le nombre de bornes de recharge électrique ouvertes au public en France, dont 4 453 en Île-de-France. Alors si beaucoup de Français souhaitent se mettre à l'électrique, il est nécessaire de leur proposer une offre de recharge qui correspondent à leurs besoins. Eh bien, bonne nouvelle, les bornes de recharge ouvertes au public sont en augmentation de plus de 13% en un an. C'est une très bonne nouvelle. Et pour nous apporter leur précision sur ce sujet avec nous, l'entreprise de service public Enedis qui accompagne les territoires dans leur projet de mobilité électrique avec Géraldine Palloc. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, vous êtes responsable des partenariats mobilité électrique donc chez Enedis. Et à vos côtés, Marc Boitel, vous êtes responsable du service énergie au sein du syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais rester poli, je vais commencer avec les femmes. Et première question donc pour vous, Géraldine. J'aimerais qu'on parle du contexte et généralement pourquoi une collectivité s'engage dans un schéma directeur de mise en place d'infrastructures de recharge pour véhicules électriques, qu'on comprenne bien pourquoi le contexte. Comme vous l'avez dit, qui dit augmentation de la mobilité électrique, augmentation des ventes de véhicules électriques, dit qu'il faut mettre à la disposition des utilisateurs des bornes de recharge. Ça va sans dire, mais c'est mieux en le disant. Alors effectivement, il y a une augmentation très importante depuis quelques mois d'installation des bornes de recharge sur le territoire. Pour autant, on voit bien qu'en fonction des territoires, cet équipement n'est pas homogène. Alors en Île-de-France, on est plutôt bien doté. Il y a d'autres territoires où c'est beaucoup moins le cas. Et donc c'est pour ça que les pouvoirs publics ont engagé un travail important de concertation, de récolte finalement des besoins des territoires. Autant d'éléments qui ont été injectés dans la loi d'orientation des mobilités. Et cette loi, eh bien, elle incite les collectivités et les syndicats d'énergie à produire des schémas directeurs IRVE, c'est-à-dire à engager une démarche d'élaboration d'un document de planification pour installer des bornes de recharge qui correspondent aux besoins du territoire. Alors, ça n'est pas une obligation, c'est une incitation qui est faite aux collectivités et aux syndicats d'énergie avec un certain nombre d'aides qui sont proposées. L'une des aides proposées, c'est celle qui est apportée par le tarif d'utilisation d'électricité, quelque part par Enedis, puisque 75% des coûts de raccordement sont pris en charge pour des bornes qui sont intégrées dans un schéma directeur jusqu'à la fin de l'année 2025. Donc c'est l'un des leviers financiers qui permettent aux collectivités, aux syndicats de s'engager dans ce type de démarche. Donc c'est une démarche qui est importante. Encore une fois, c'est une démarche qui n'est pas obligatoire. Pour autant, nous, en tant qu'entreprise de service public, on accompagne ces collectivités et ces syndicats sur cette démarche d'élaboration. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que 100% des bornes de recharge sont raccordées directement ou indirectement au réseau public de distribution d'électricité. Donc nous avons engagé depuis plusieurs années un travail important de construction finalement d'hypothèses, de trajectoires autour de ce développement de la mobilité électrique, puisque notre mission de service public, c'est de développer et d'exploiter le réseau dans les meilleures conditions et de faire en sorte qu'à chaque instant, il réponde aux besoins des utilisateurs. La mobilité électrique, c'est un nouvel usage de l'électricité. Et donc, à ce titre-là, nous avons élaboré des hypothèses que nous proposons aujourd'hui aux collectivités, aux syndicats d'énergie de partager pour justement les aider à ne pas partir d'une feuille blanche, parce que c'est parfois la difficulté. Alors c'est vrai que c'est moins le cas en Île-de-France où il y a un niveau de maturité sur le sujet qui est très important et les syndicats depuis des années ont fait un travail extrêmement important et ambitieux sur ce sujet-là, mais c'est un peu moins le cas pour d'autres territoires. Donc nous on propose vraiment de les accompagner pour ne pas partir d'une feuille blanche, pour commencer à avoir une idée finalement de ces trajectoires et les aider à se projeter à échéance de 5 ans. Qu'est-ce que ça va donner sur mon territoire finalement, les besoins de recharge, comment est-ce que je peux définir des cas d'usage, est-ce que je vais être plutôt sur un territoire où il y a beaucoup de flux de transit, eh bien évidemment ça va déterminer une offre particulière. Est-ce que je vais être sur un territoire où il y a beaucoup d'immeubles de résidentiels collectifs où c'est moins facile encore aujourd'hui d'installer des bornes? Évidemment ça va déterminer un besoin
besoins sur voirie plus importants. Tout cela, nous le partageons avec des collectivités qui vont s'engager dans ces démarches-là et dont certaines sont déjà très engagées, dont le SDESM, que nous accompagnons d'ores et déjà sur l'élaboration de ce schéma directeur. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être Oui, tout à fait. Puisque la question, c'est aussi pourquoi une collectivité s'engage. Alors peut-être la vision SDESM, le pourquoi on l'a fait, et un peu de recul aussi sur pourquoi d'autres collectivités pourraient s'engager là-dessus. Déjà, savoir que les schémas directeurs tels qu'ils sont maintenant encadrés, c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau au sens où les collectivités s'engageaient déjà dans des documents de planification, mais peut-être moins encadrés, peut-être moins complets que ce qu'on peut voir maintenant dans le cadre du décret qui encadre la réalisation de ces schémas directeurs. Donc, bon, effectivement, l'idée, c'est forcément de programmer les investissements futurs et éventuellement pour les parcs existants de voir un petit peu quelle est la mise à niveau possible de ces bornes, puisque nous, par exemple, dans notre cas de figure, on a un réseau qui est maintenant, je dirais, ancien, qui date de 2015, on va dire. Ça avance très vite, il faut faire évoluer tout ce travail, mettre à niveau un parc. Surtout, quand même, l'idée du schéma directeur tel qu'il est proposé là, dans le décret, c'est de tirer un petit peu la mutualisation à des échelles supérieures. C'est-à-dire de ne plus rester dans une sorte de mini-schéma proposé à l'échelle de commune ou d'agglomération, mais de réfléchir à une entité supérieure, puisque maintenant on se rend compte que tant les déplacements que la mutualisation des frais sur ces réseaux-là nécessite de réfléchir à une échelle beaucoup plus large, à l'échelle départementale si possible, à minima, voire même pourquoi pas des échelles plus larges, voire régionales ou interrégionales, comme c'est le cas dans d'autres régions. Voilà. Aussi une composante complémentaire qu'on ne voyait pas forcément avant, c'est la concertation des différents acteurs, puisque là où on voyait différents documents de programmation à l'époque étaient faits par les collectivités en direct, maintenant on voit quand même une démarche de concertation beaucoup plus complète, attendue, entre les acteurs publics et les acteurs privés. Et dans les acteurs privés, on va avoir à la fois les aménageurs, mais aussi, pourquoi pas, les associations d'usagers, qui vont être déterminantes aussi pour orienter les choix de développement, les besoins, etc. Et surtout s'assurer que quand la collectivité va investir, elle ne va pas le faire en concurrence directe avec le privé et vice-versa, pas se retrouver avec une borne à 100 mètres l'une de l'autre à des tarifs complètement différents et à des offres de services complètement différentes. Enfin, vis-à-vis des usagers, il y a quand même l'idée de leur donner un peu de visibilité, puisque un usager va vouloir acheter un véhicule électrique. À un moment donné, il va aussi avoir besoin de savoir est-ce que l'offre de recharge est disponible, comment elle va se développer demain. Donc ce schéma directeur va se donner cette visibilité-là. Et donc c'est notre rôle en tant que collectivité aussi d'annoncer ce qu'on va préparer demain. Et un autre point qui est, nous, une réalité qu'on a vécue, c'est objectiver un petit peu le sujet des déploiements, c'est-à-dire de ne plus rentrer dans un schéma où la borne, on la met parce que politiquement il y a une envie, mais bien de s'assurer que quand on déploie une borne, c'est parce qu'elle répond à un besoin, qu'économiquement elle va être viable sur la durée, que technologiquement elle le sera tout autant, et de ne pas se retrouver avec des bornes déployées là où il n'y en a pas besoin, mais juste parce que effectivement c'était mis dans un programme politique, mais qui n'a pas été confirmé par des besoins locaux. Voilà. Merci Marc pour ces précisions. Concrètement, Géraldine, comment vous accompagnez les collectivités en Île-de-France ? Quelles ont été les actions que vous avez mises en place ? Alors, on les accompagne finalement sur 3 temps de l'élaboration de ce schéma directeur. D'abord, il y a un premier temps, effectivement, qui est consacré au diagnostic, finalement. Quel est l'état des lieux de l'existant ? Marc l'a dit, sur le territoire du SDESM, il y avait déjà un réseau de bornes, il y avait déjà un travail de planification qui avait été fait. Donc, cette phase de diagnostic, elle doit prendre en compte cet état des lieux de l'existant pour pouvoir estimer ensuite les besoins de recharge. Et ce qu'a dit Marc est très vrai et particulièrement pertinent là, dans la période où nous sommes, c'est qu'on voit qu'il y a une accélération effectivement de l'offre privée de recharge qui est installée par des opérateurs, des acteurs privés. On voit aussi une augmentation de l'offre de recharge, plutôt des moyens de recharge à domicile, notamment dans des zones où on est sur de l'habitat individuel, où on a finalement la possibilité de se recharger assez simplement dans son garage. Donc tout ça doit être pris en compte pour que finalement, au niveau des investissements publics qui sont faits, eh bien, soit développer une offre complémentaire. Et comme le disait très bien Marc, ne pas surinvestir, j'aime pas vraiment ce terme, mais quand même ne pas surinvestir ou ne pas installer des bornes à proximité de bornes existantes.
Donc nous, on a la vision d'un certain nombre de projets sur le territoire considéré. On a une vision, par exemple, une estimation de l'offre de recharge privée. Donc ça, c'est une estimation que l'on propose de mettre à disposition du syndicat ou de la collectivité. Nous avons également une vision des projets de court terme. Pourquoi ? Parce que dans un grand nombre de cas, nous réalisons les raccordements de ces projets-là. Donc nous avons également la capacité de proposer au syndicat ou à la collectivité de partager, entre guillemets, cette file d'attente de raccordement, de dire à court terme, finalement, qu'est-ce qui va sortir pour éviter justement de multiplier une offre à un endroit où il n'y a pas forcément besoin. Donc ça, c'est sur la phase de diagnostic. Ensuite, ce que l'on met à disposition, c'est une cartographie des capacités d'accueil du réseau public de distribution. Je l'ai dit, les bornes, elles sont raccordées directement ou indirectement au réseau. Tant qu'à faire, autant essayer de les raccorder à des endroits où il y a de la capacité pour éviter de renforcer le réseau et donc de dépenser parfois des sommes non négligeables pour installer une borne à un endroit alors que peut-être 200 mètres plus loin, il n'y avait pas besoin de surinvestir. Donc cette cartographie des capacités d'accueil du réseau, nous la mettons à disposition. D'ici quelques mois, nous serons en capacité de mettre ce type d'outil à disposition de l'ensemble des collectivités, des syndicats qui nous le demandent, avec même pour elles la capacité de prépositionner en autonomie totale, là nous on n'intervient plus, de prépositionner sur cette cartographie des bornes et de voir évoluer finalement les capacités résiduelles du réseau, c'est-à-dire voilà, je mets 10 bornes à tel endroit, qu'est-ce que ça donne, et si je change l'emplacement d'une borne par exemple forte puissance, comment est-ce que ça fait varier les capacités d'accueil du réseau, pour pouvoir vraiment être dans une démarche d'optimisation des coûts pour la collectivité et d'optimisation aussi des délais de raccordement. Donc ça, c'est la deuxième brique, en quelque sorte, que l'on propose. Et puis la troisième, elle est très liée finalement aux hypothèses que nous avons développées donc, pour nos propres missions de service public. Nous avons bâti une modélisation en termes d'estimation des besoins de recharge sur un territoire. Donc il y a énormément de paramètres qui sont pris en compte dans cette modélisation. Donc évidemment toutes les données relatives au réseau, ça j'allais dire c'est notre cœur de métier, mais aussi des données par exemple socio-économiques, de niveau de revenu, de typologie d'habitat, toutes sortes de paramètres qui déterminent finalement l'utilisation du véhicule électrique sur le territoire et donc qui déterminent des besoins de recharge. Et ces trajectoires-là, que l'on est capable de produire jusqu'à un horizon 2030, nous proposons de le partager de manière tout à fait ouverte avec les collectivités ou les syndicats. Alors, non pas du tout pour leur imposer notre vision. Notre vision, c'est un modèle, ce sont des hypothèses. Donc par construction, on pourrait dire qu'elles sont fausses, comme toutes les hypothèses. D'autres acteurs que nous produisent des modélisations. Mais en tout cas, nous permettons, encore une fois, à la collectivité ou au syndicat de partir sur un jeu d'hypothèses qui a été construit de manière robuste et ensuite de challenger, bien sûr, ces hypothèses en fonction notamment des politiques publiques qu'ils souhaitent porter. Et justement, côté réglementaire, pour parler un petit peu de l'encadrement, quelles sont les difficultés ou peut-être plutôt les opportunités qu'apporte la réglementation aujourd'hui dans l'installation de ces bornes de recharge ? Alors, les opportunités, elles sont un petit peu de deux ordres pour ce qui concerne les interactions avec Enedis. Cette première opportunité offerte par la réglementation, c'est qu'en effet, nous devons mettre à disposition des données relatives aux capacités d'accueil du réseau, donc ce que je viens d'expliquer. Et puis, le deuxième élément, c'est que la réglementation encadre la manière dont le dialogue, finalement, avec la collectivité ou le syndicat doit se passer. D'abord, le GRD, donc Enedis pour 95% du territoire, doit être associé très en amont dans la concertation et c'est une vraie chance pour ne pas finalement arriver en bout de course au moment du raccordement et se dire mince, là ça passe pas. Donc ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que l'on permet à la collectivité ou au syndicat d'avoir une vision en amont de la demande de raccordement sur la base d'un code couleur assez simple, rouge, orange, vert, d'avoir une prévisualisation sur l'implantation de ces bornes, de se dire ok, à cet endroit-là ça passe, à cet endroit-là ça passe pas, et que le GRD puisse proposer sur des endroits un petit peu critiques des positionnements alternatifs
À charge évidemment pour la collectivité ou le syndicat ensuite de prendre ou de ne pas prendre, c'est tout à fait libre pour elle dans sa prise de décision. Donc la réglementation, c'est une opportunité parce qu'elle propose finalement des outils d'aide à la décision qui existaient, mais de manière un peu parfois désordonnée, un peu expérimentale. Là, ça y est, c'est encadré et ça permet vraiment d'accompagner tous les territoires sur les estimations en besoin de recharge. C'est très important, effectivement, que ce soit bien réglementé. Marc, un mot à ajouter sur ce que vient de dire Géraldine ? Oui, alors sur le côté réglementaire, effectivement, il y a ce qu'impose la réglementation Enedis en termes de transmission de données et ce qu'ils mettent effectivement à disposition des collectivités. Maintenant, nous, la réalité terrain, c'est qu'il y a quand même des difficultés qu'on peut voir vis-à-vis de toutes les... De tous les axes réglementaires. C'est-à-dire que le premier, en tout cas, c'est que la compétence borne de recharge, dans un premier temps, il faut savoir qu'elle est aux communes. Donc 36 000 communes en France, chacune a le loisir de déterminer si elle développe elle-même son réseau, si elle transfère sa compétence à une entité supérieure comme un syndicat, parce que finalement, effectivement, on parle des syndicats aux collectivités, mais le premier rôle aujourd'hui appartient aux communes. Donc qu'on soit une commune de 150 habitants ou de 3, 10 000, 100 000 habitants, peu importe. La règle est la même. Simplement, quand on voit le cadre réglementaire relatif aux IRVE, donc installation de recharge pour véhicules électriques, je vais utiliser cet acronyme assez régulièrement pour raccourcir les phrases. Merci pour cette précision, comme ça on sait de quoi on parle. Voilà, donc on a la loi LOM d'une part, on a le décret IRVE, on a des décrets, des arrêtés sur la transmission des données, des décrets sur l'aménagement des bornes sur les aires autoroutières, des décrets sur les aides financières relatives à ça. Des programmes comme Advenir pour financer les installations de bornes. Bref, en tout cas, on est quand même sur un champ assez complexe réglementaire qui encadre aussi, pas uniquement la question des déploiements de bornes, mais détermine aussi la manière dont les bornes doivent fonctionner au quotidien. Et tout ça, c'est quand même, je veux dire, c'est un sujet d'ingénieur, clairement. Et aujourd'hui, qui peut dire que toutes les communes de France ont un ingénieur en poste qui est capable de traiter de ça ? Donc nécessairement, on renvoie finalement cette compétence à l'agglo, au syndicat ou à une métropole dans certains cas. Donc finalement, ça questionne sur l'intérêt d'avoir légué cette compétence à une commune et pas plutôt l'avoir directement intégrée au champ de compétences des EPCI ou des syndicats AODE en tant que tel. C'est une très belle réflexion, effectivement. Bon, ça, c'est une des difficultés. Il y en a une autre. Quand on gère un réseau, c'est un service public industriel et commercial et on est tenu réglementairement à l'équilibre entre les dépenses de fonctionnement du réseau, coût d'électricité, coût de maintenance, et les recettes, c'est-à-dire la charge qui est demandée aux usagers pour rembourser en fait, en quelque sorte le service. Quand on parle du service public, mais aujourd'hui, quasiment 90% des réseaux en France sont déficitaires. Donc le frein, c'est de dire déjà, quand on veut développer un réseau, sachez, vous élus, quand vous êtes délibéré pour ça, c'est que dès le départ, vous avez un réseau déficitaire qui va peut-être redevenir à l'équilibre, mais dans un pas de temps dont on se projette, mais on n'a pas la garantie qu'en 2030, on sera tous à l'équilibre. Voilà, déjà, ça, c'est les premiers freins, donc il faut avoir ça en tête. Ensuite, il y a quand même des opportunités et des choses qui vont nécessairement pousser au développement des réseaux. Si on se rapproche de ce qui se passe à Paris en première couronne, donc la fin du véhicule diesel à Paris en 2024, le critère 2 obligatoire en 2024 en petite couronne, donc très clairement en fait, je dirais que une bonne catégorie des véhicules thermiques va devoir disparaître, sans compter un amendement récent qui est passé dans le cadre de la loi climat et résilience qui vise en plus à raccrocher, en plus de critères, une approche CO2 qui dans les calculs en fait met fin totalement aux véhicules thermiques en 2030 dans les ZFE, donc les zones à faible émission. Voilà. Donc effectivement, en plus, le développement de ces ZFE territoriales, pas uniquement dans les métropoles, mais aussi dans les agglomérations. En Ile-de-France, typiquement, la préfecture a demandé aux collectivités de lancer un plan air renforcé qui inclut cette élaboration des ZFE pour toutes les agglos de plus de 20 000 habitants. Voilà, donc déjà un contexte qui pousse à l'émergence du véhicule électrique pour répondre aux enjeux de qualité de l'air. Puis effectivement, le fameux taux de réfaction à 75% qui a été évoqué là, qui est aussi une carotte financière permettant de favoriser l'émergence du véhicule électrique. Oui, donc finalement, on a un cahier des charges en Ile-de-France et un contexte qui favorise ce développement et ce déploiement des véhicules électriques, non ? Tout à fait. Alors, le cahier des charges, il y a les contextes. Encore une fois, il y a la question de la qualité de l'air. 10 000 morts par an, source Santé publique France. Je n'invente pas. Un parc de véhicules électriques dans le stock francilien qui est calculé aujourd'hui à 0,5% du parc. Donc, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est aussi un boulevard pour l'émergence du véhicule électrique. Ça, il y a de la place, en tout cas. Et il y a quand même un sujet que j'aimerais aborder, puisque en Ile-de-France,
on se partage quand même un territoire rural et très urbain, et entre le département le plus riche de France et le département le plus pauvre de France. Donc à un moment donné, il y a une vraie question autour de la tarification, c'est-à-dire de faire en sorte que le développement de bornes soit socialement acceptable, enfin que le véhicule électrique à l'achat soit acceptable, mais ça c'est le rôle de l'État à travers toutes les aides qu'il propose, entre le bonus à l'achat, le bonus à la conversion, etc. Mais aussi, nous, en tant que service public, en charge de développer les bornes de recharge, s'assurer que la tarification soit acceptable afin que les usagers ne se retrouvent pas avec un coût de la recharge qui soit équivalent ou supérieur à celui qu'il aurait eu avec un véhicule thermique. Voilà. Et surtout, on est sur un territoire qui est quand même globalement assez inégalement équipé, au sens où effectivement nos départements, Seine-et-Marne, depuis 2014, on s'est engagé là-dessus. Paris s'est engagé avec Autolib, avec effectivement la fermeture, mais le rétrofit aujourd'hui qui est en train de s'opérer à travers 2 syndicats partenaires. Les Yvelines. Mais voilà, on est quand même sur un territoire qui se cherche encore un peu pour trouver une démarche un peu coordonnée à l'échelle de France pour avoir un réseau global francilien, quoi. C'est-à-dire qu'on a encore des poches totalement absentes en termes de bornes de recharge et des poches très denses. Et du coup, on peut se retrouver à traverser l'Île-de-France sans un moyen de recharge sur, 50-60 km avant d'atterrir dans une zone avec une très forte densité de bornes, avec des offres de services pléthoriques, avec des tarifs très différents et des vitesses de charge très différentes. Donc il y a quand même une recherche de coordination dans tout ça. Donc ça, c'est un constat global. Maintenant, on sait que la région Île-de-France, en tant qu'entité publique, a aussi engagé une démarche assez importante pour favoriser l'essor de l'électromobilité. Donc déjà pour les entreprises, avec des aides directement affectées pour elles pour changer leur flotte en véhicules propres. Donc ça touche le véhicule électrique et les flottes de véhicules en GNV pour la conversion de véhicules thermiques. Mais aussi un cahier des charges sur le développement de bornes qui est quand même assez... un cahier des charges qui n'est pas obligatoire pour les territoires qui souhaitent en développer, mais qui favorise, puisque derrière ça ouvre droit quand même à des aides à l'investissement, des aides aux études, et une labellisation régionale qui permet de mettre en avant les réseaux qui respectent un engagement et des critères de qualité de service qui répondent au fameux cahier des charges de la région. Donc à travers ça, la région prescrit en quelque sorte la manière dont les réseaux doivent se développer, puisque indirectement, quand on veut déployer un réseau de bornes, on va nécessairement chercher tous les leviers de financement possibles, puisque la collectivité va pouvoir porter seule plusieurs millions d'investissements, donc va aller chercher les subventions. Et quand la région propose 50% d'aide, nécessairement, avec son cahier des charges, elle dit bah voilà, je vous donne 50% d'aide, mais c'est comme ça que vous devez développer votre réseau avec tel niveau de qualité de service. Voilà. Alors, j'aimerais aussi qu'on parle des acteurs sur le marché. Quels sont les différents acteurs qui se positionnent aujourd'hui dans ce domaine et quels sont les acteurs qui se positionneront aussi plus tard, dans quelques années, si vous avez des précisions à nous apporter là-dessus? Alors les acteurs, moi je vais surtout parler des acteurs publics, puisque aujourd'hui les principaux réseaux se développent surtout à travers les financements des collectivités, donc, et surtout des syndicats. Donc en Ile-de-France, pour les plus anciens, il y a nous, le SDES. Depuis 2014, on a lancé notre réseau. Il y a aussi nos proches voisins en Seine-et-Marne, donc les agglomérations qui composent Marne-la-Vallée, donc Val d'Europe Agglomération, Marne-et-Gondoire et Paris-Vallée de la Marne, qui ont développé un réseau d'autopartage qui s'appelle CLEM, donc qui est bien aussi un service public porté par la collectivité. On a eu Autolib et Baylib à Paris, donc je mets Autolib de côté parce que c'est un cas vraiment à part, mais Baylib qui est aussi un service sur la ville de Paris, et en Essonne le SMOYS, S-M-O-Y-S-E, je ne veux pas développer l'acronyme, je le connais moi-même pas par cœur, désolé, mais qui a aussi développé son propre réseau. Donc ça c'est vraiment pour les réseaux les plus anciens. Ensuite c'est développer des réseaux plus récents, je pense notamment à ceux du CIGIF et du CIPEREC, en plus de celui de Métropolis, celui des Yvelines, et puis à venir d'autres réseaux, notamment qui est en train de se préparer sur le Val d'Oise, et puis un réseau plus grand en Essonne aussi, et quelques aussi initiatives plus locales, je pense notamment à Rambouillet ou à Saclay, et d'autres initiatives à venir. J'étais en train de discuter encore hier avec le 50 ans en Yvelines, qui prévoit aussi de planifier son futur réseau. Donc ça répond aussi à ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous ces territoires-là développent leur réseau, et l'intérêt demain, c'est quand même de s'assurer que on puisse s'entendre pour réfléchir à une échelle régionale et non plus vraiment trop locale. Et encore une fois, tout à l'heure, rien que sur la première couronne parisienne et Paris, on se retrouve avec quasiment 4 acteurs qui agissent. Et on parlait tout à l'heure des bornes qui sont les unes à côté des autres avec des tarifs très différents, mais c'est le cas en première couronne. On a Métropolis en concurrence directe avec les services du CIGEF et du CIPEREC. Voilà, c'est une réalité. Et après, on a aussi les acteurs privés, donc Total qui va développer ses bornes sur ses propres stations, EasyVia qui en développe sur le réseau autoroutier via le réseau Corridor qui est en train de se redévelopper, Ionity ou autre, ou Tesla pour ses propres usagers.
Mais pour le cas Tesla, c'est en train d'évoluer puisque, par exemple, l'Allemagne commence à imposer à Tesla d'ouvrir ses bornes à tous les usagers et pas uniquement ceux qui ont les voitures Tesla. Voilà. Donc on a comme une diversité d'acteurs et ces schémas directeurs, comme je le disais, ils visent quand même à faire dialoguer tous ces acteurs pour éviter de se retrouver avec un mitage de bornes ou des mitages de services et faire en sorte que tout ça soit cohérent. Alors du coup, comment il faudrait faire selon vous pour avoir une uniformité des bornes de recharge? Forcément, tous ces acteurs-là vont vouloir se positionner puisque c'est quelque chose qui va se développer. On va avoir de plus en plus de véhicules électriques et donc les marques vont vouloir se positionner sur ces bornes de recharge. Les prix seront forcément différents en fonction d'eux puisque la concurrence sera présente. Alors effectivement, il y a plusieurs questions. Il y a comment on rend tout ça cohérent. Donc, schéma directeur est une réponse, mais on ne peut pas tout faire. Après, nous, on n'a pas les collectivités ont la maîtrise du domaine public, donc elles peuvent choisir qui s'implante ou pas. Néanmoins, on ne va pas nécessairement interdire de fait une entreprise privée de s'implanter à côté d'un service public. Il y a aussi le droit de s'implanter, le droit d'entreprendre. Tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est favoriser le dialogue, favoriser la concertation et la mise en cohérence, mais on ne peut pas imposer qu'il y ait un seul acteur qui se positionne à la place de tous les autres. Néanmoins, en tant que collectivité, on projette quand même d'ici 2023, entre syndicats, de générer une forme d'entente régionalisée. Ça se fait dans d'autres régions. On regarde la Révéo, e-born pour la moitié sud, qui réfléchissent à l'échelle de plusieurs départements pour avoir une entente, une coordination de développement des réseaux et de maintenance dans le fonctionnement. Nous, on est une région qui est très, très dense en termes d'habitants, mais qui est géographiquement plus petite que toutes les autres. Donc pourquoi on ne pourrait pas faire de même à notre échelle? Voilà. Maintenant, moi, en tant que syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, je n'ai pas les prérogatives pour les autres. Je lance un appel, mais voilà. Est-ce qu'il sera écouté? Est-ce qu'on aura une réponse? On l'espère. Voilà. On va justement rester sur votre syndicat et votre département du 77. Quelles sont les actions que vous avez mises en place sur la mobilité électrique concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Alors, sur la mobilité électrique, le syndicat, ce que je disais, on est historiquement lié à ce sujet, puisque déjà on est autorité organisatrice de la distribution d'énergie et donc de fait d'électricité. Donc on est lié naturellement par la gestion de ces réseaux en lien avec Enedis à l'émergence des services de mobilité électrique, de fait. Et donc de l'adaptation de ces réseaux à cette future contrainte. Donc, dès 2014, on a lancé notre réseau qui compose aujourd'hui l'équivalent de 174 bornes de recharge réparties sur l'ensemble du département avec la possibilité pour un usager de véhicules électriques, alors je qualifie les Renault Zoé en particulier, de se recharger en 1h30 sur une de nos bornes, donc qui sont généralement situées en centre-ville. Donc on a surtout fait en sorte que les bornes servent la collectivité, les communes, leur attractivité locale, plus que d'avoir uniquement une finalité de recharge. C'est-à-dire que l'usager, quand il vient sur la commune, il vient pour des réunions, il vient pour prendre un café, il vient pour aller au restaurant, et que la borne est un service complémentaire à tout ça. Donc il y a vraiment cette notion de faire en sorte que la borne serve autre chose que le seul véhicule en tant que tel, mais serve aussi l'usager. En termes de qualité de service, nous on est le premier réseau labellisé d'Île-de-France, j'en parlais tout à l'heure, on répond au cahier des charges de la région et effectivement aujourd'hui on bénéficie d'une fiabilité de service qui est supérieure à 98%. C'est-à-dire que 98% du parc aujourd'hui est disponible et affiché à l'usager comme disponible et fonctionnel. Ce qui est quand même un enjeu aujourd'hui vis-à-vis de l'usager. Quand il se retrouve avec plus que 30 km d'autonomie sur son véhicule, il ne veut pas arriver sur une borne qui ne fonctionne pas, sinon il est bon pour appeler le garagiste. Voilà. Donc il faut s'assurer que tout ça fonctionne bien, et c'est un gros enjeu aujourd'hui vis-à-vis des associations d'usagers et des différentes représentations nationales de faire en sorte que les réseaux répondent à un enjeu de qualité de service. Donc ça, on essaye d'y répondre autant que faire se peut, surtout sur toute notre démarche. Donc ça, c'est pour la partie réseau. Donc on n'est pas les seuls présents en Seine-et-Marne, il y en a d'autres, et ça sur à peu près 348 points de charge, donc de prise disponibles qui composent notre réseau. Il s'intègre dans un réseau de l'équivalent de 800 points de charge. Donc on représente à peu près la moitié de ce qui se passe en Seine-et-Marne. Voilà. Sur une autre initiative, directement vis-à-vis de nos adhérents, on propose aussi des groupements d'achat pour l'achat de véhicules électriques, puisque c'est bien de poser des bornes, encore faut-il aussi proposer les véhicules qui vont pouvoir se servir sur ces bornes-là. C'est quand même mieux, merci de le préciser. Oui, voilà. Donc là, c'est à plus petite échelle, puisqu'on s'adresse uniquement à nos adhérents, et puis le dernier groupement de commandes nous permet en tout cas d'attribuer l'équivalent d'une trentaine de véhicules aux collectivités, et puis démarche qui va se renouveler au fil de l'eau. La mobilité électrique ne doit pas parler seule, elle doit aussi parler avec d'autres formes de mobilité, alors pas d'autres formes de mobilité, ça c'est évidemment, mais sur d'autres carburants, puisqu'il y a quand même le GNV qui se développe, l'hydrogène à venir, et tout ça doit dialoguer pour à un moment donné aboutir peut-être à des stations d'avitaillement multi-énergie,
Voilà, donc on développe aussi des stations GNV, on réfléchit à l'hydrogène, et donc l'idée c'est pourquoi pas proposer des hubs de recharge de différents carburants au même endroit dans les zones stratégiques de Seine-et-Marne. Oui. Et enfin, notre action, forte de cet historique, hein, si on est là pour témoigner aussi, c'est parce qu'on a beaucoup travaillé donc, avec Enedis et donc Géraldine, avec le ministère. J'allais en venir à là, sur votre collaboration. Voilà, sur l'élaboration d'un guide et de l'orientation des textes réglementaires qui régissent la réalisation de ces schémas directeurs, puisque nécessairement, en tant que collectivité, on a aussi amené nos contraintes, nos attentes vis-à-vis de ce décret qui permet aujourd'hui d'avoir un décret et un guide qui parle aux collectivités pour leur permettre d'élaborer ces schémas directeurs et qui ne soient pas complètement hors sol. C'est-à-dire que c'est vraiment un schéma qui est concret, applicable localement et qui tient compte des réalités de terrain. Et du coup, on est aussi le premier syndicat à lancer un schéma directeur pro décret, puisque le décret est sorti le 10 mai, on a lancé le nôtre il y a tout juste début juin. Voilà, donc très réactif sur ce sujet. Exactement. Merci beaucoup, Marc. Bon, on en arrive à cette dernière question. On va parler un petit peu de l'avenir et des projets. Vers quoi vous allez aboutir concrètement ensemble, Enedis et le SDESM, en termes de projets cette année, en 2021 ? On va vers quoi ? Alors, sur le travail avec Enedis, il est historiquement lié, ça, je ne reviens pas là-dessus. Mais sur la mobilité électrique, déjà, on a déjà travaillé précédemment pour faire en sorte que nos précédentes bornes qui ont été déployées soient faites dans un temps restreint, c'est-à-dire qu'entre les raccordements, la création des compteurs qui permettent d'alimenter les bornes, tout ça, ça a été fait sous convention, ce qui a plutôt bien fonctionné, qui va être réitéré cette année et l'année prochaine quand on va commencer à développer des nouvelles bornes. Mais surtout avec le lancement du schéma directeur, on tâtonne un peu sur la méthode puisque c'est le premier qu'on lance. Mais on sent bien qu'Enedis est déjà prêt depuis quelques mois pour nous aider là-dessus, puisqu'on a commencé nos premières réunions de travail il y a tout juste 2 semaines, et on a déjà récupéré toutes les données qui ont été annoncées par Géraldine pour permettre d'alimenter notre schéma directeur qui doit être élaboré en 6 à 7 mois. Donc c'est un délai très contraint, on a juillet-août qui arrive, donc autant vous dire que les vacances ne va pas être le plus facile pour mobiliser les acteurs, mais en tout cas on sait qu'Enedis est déjà sur les starting blocks pour aider les collectivités là-dessus, et je le confirme, en une semaine on a eu tout ce qu'il fallait pour lancer la première phase de l'étude. Maintenant on va passer aux phases opérationnelles où il s'agira au moment où on va déterminer les zones d'implantation de bornes, mais ce qui a été dit tout à l'heure, dire est-ce que les raccordements sont proches ou loin, ou est-ce qu'on peut optimiser pour éviter d'avoir des coûts de raccordement trop élevés, est-ce que les contraintes réseau sont suffisantes pour accueillir tel ou tel type de puissance, est-ce qu'il ne faudra pas des renforcements, etc. Donc en tout cas, une collaboration qui a démarré tout récemment, qui va se construire au fil de l'eau, avec une méthodologie qui va se construire aussi, puisque côté Enedis, effectivement, ils ont bien construit la partie transmission de données. Maintenant, la phase accompagnement territorial sur la partie pro-décret, on est en train de la construire ensemble. Donc on va voir, je dirais, plutôt à la fin de l'année, le bilan de tout ça et à quoi ça va nous mener. Donc vraiment 2021, aujourd'hui, on le focalise sur l'élaboration du schéma. Et après, on se projettera sur les années suivantes sur l'implantation de bornes. Parfait. Step by step, comme on dit. Exactement. Géraldine, un mot sur ce projet avec le SDESM ? Oui, un mot sur ce projet avec le SDESM. En effet, comme Marc l'a dit, on avance très bien. Et pour nous, ce projet, il est véritablement enthousiasmant parce que c'est le premier schéma qui est lancé. Donc tout le travail qu'on a engagé côté Enedis depuis maintenant 18 mois pour construire des outils, pour construire cet accompagnement, le travail aussi qu'on a fait avec les pouvoirs publics, avec Marc et avec tout un tas d'autres acteurs, ça y est, on est dans le concret. La démarche est lancée, donc c'est vraiment enthousiasmant pour nous. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, ces schémas directeurs, c'est une petite partie de toutes les actions que le gestionnaire du réseau public mène pour accompagner finalement la transition écologique dans les territoires. Quand on parle de transition écologique, ça peut être parfois un peu compris comme un mot valise dans lequel on met plein de choses, etc., quelque chose de pas très concret. Nous, la manière dont on travaille, c'est vraiment en local, en accompagnement des territoires pour mener à bien des démarches concrètes pour donner accès finalement à tout un chacun, à vous, à moi, ce qui fait la transition écologique déjà et ce qui le fera demain, et en l'occurrence en partie la mobilité électrique. Donc c'est vraiment là-dessus que nous on est mobilisés, qu'on va continuer à se mobiliser en 2022, en 2023, en 2024 sur ces schémas directeurs pour vraiment accompagner nos partenaires, puisque les syndicats d'énergie et les collectivités sont historiquement des partenaires, sur finalement ce nouveau champ de coopération pour être véritablement un service public d'aujourd'hui et de demain.
Parfait, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, on en arrive au temps des questions-réponses. Est-ce que dans la salle, vous avez une question? Est-ce que quelqu'un voudrait poser une question? Bon, il n'y a pas de questions dans la salle. Il y en a une dernière pour finir, qui est arrivée sur la tablette, qui est très concrète. C'est une personne qui nous demande est-ce qu'aujourd'hui, c'est possible de traverser la France en véhicule électrique avec l'ensemble des bornes qui sont disponibles? On parle de mobilité. Est-ce qu'en temps de disponibilité, je dirais, on peut partir, je ne sais pas, de Paris à Marseille en faisant du véhicule électrique? Est-ce que c'est faisable, ça, aujourd'hui? Alors, je réponds par oui, évidemment. Maintenant, quel temps êtes-vous prêt à consacrer Oui, c'est ça la question, en fait. sur ce trajet, hein. C'est avec quel véhicule on possède? Est-ce que c'est un véhicule à longue autonomie, courte autonomie? En fait, il y a tellement de facteurs, bien sûr, différents, techniques, de choix de temps qui régissent ce trajet-là. Enfin, il n'y a pas de réponse toute faite. De recharge, on a la possibilité de traverser la France, c'est disponible et ce sont des choses qui se développent. C'est ça aussi qu'il faut retenir. Oui, tout à fait. Le réseau existe. Après, encore une fois, c'est est-ce que la qualité de service est là pour assurer à l'usager que la borne va fonctionner quand il arrive. Et ça, du coup, effectivement, c'est un gros sujet qui anime pas mal les acteurs de la mobilité électrique parce qu'on s'est beaucoup concentré sur le développement et finalement, là, le travers, c'est qu'on s'est assez peu concentré sur la qualité de service. Et là, c'est un sujet qui commence à vraiment monter puisqu'on l'a vu, hein, beaucoup de gens utilisaient les réseaux autoroutiers mais tombaient sur des bornes en panne. Ça, c'est une réalité. Maintenant, les investissements sont beaucoup plus focalisés maintenant sur la fiabilisation et la qualité de ces bornes-là, après avoir fait l'expérience des premières bornes déployées, des problèmes qui ont été soulevés. Voilà, maintenant, vous dire, est-ce que demain, si je pars demain, vendredi, de Marseille et je vais à Paris, est-ce que je ne vais pas tomber sur une borne en panne? J'en ai aucune idée à ce stade. Cela dit, il y a des outils qui existent, des outils cartographiques, et ça, c'est maintenant obligatoire, d'avoir en fait un état de disponibilité en temps réel des bornes. C'est-à-dire que si vous prenez les applications, je ne vais pas les citer parce que sinon je ferai une valorisation commerciale de certains acteurs, il y a des cartographies, vous allez dessus, vous planifiez votre trajet, vous savez à l'instant T où sont les bornes et sont-elles disponibles à l'instant T en temps réel. Bien sûr, voilà. Ok. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux pour ces précisions. Je vous souhaite un bon salon et on se retrouve nous très rapidement pour une autre conférence.